T'as un petit prono pour l'euro. Moi, je vois la France gagner, sincèrement. Je trouve qu'on est extrêmement négatif par rapport à la France alors qu'on est trop chaud. Enfin, j'ai l'impression qu'on est trop chaud. On parle argent, la crypto et le sport, Osef. Écoute, Alexandre. Tu vas prendre 30 secondes, comme ça tu vas pouvoir m'écouter parler un petit peu de sport, parce que dans la vie il faut aussi faire du sport. Allez, c'est pas contre toi Alexandre, mais à un moment, on peut aussi tranquillement parler de sport sur un live crypto. Oui, on n'est pas tous des geeks, et on doit même montrer qu'on a une image un peu différente de ça. Il y a pas longtemps, le Fear and Greed qui est un excellent indicateur pour parler de tout ça, parce que en fait le Fear and Greed, si on va voir l'évolution un petit peu, c'est très connu, hein, normalement vous le connaissez, c'est un indice qui vous permet de voir un petit peu la peur sur les marchés, à quel point les gens par rapport à ce qui est dit sur les réseaux, etc., à quel point les gens ont peur ou à quel point les gens sont greedy, donc sont euphoriques. Et vous voyez que là le Fear and Greed a plongé, qu'on est sur un Fear and Greed de 30, et dans une période de bear market, avoir un Fear and Greed de 30, c'est très très rare. Donc après, toujours le même débat, je vais pas passer mon temps à vous dire que ouais la correction, etc., c'est désagréable. Je pense sincèrement que les corrections, comme celles qu'on a actuellement, donc les corrections de bull run, évidemment le meilleur moment c'était d'acheter quand on était à 20 000, 25 000, etc., mais ça c'est très facile à dire. Je pense sincèrement que les corrections de bull run comme on les a actuellement sont ce qui va vraiment faire la différence entre ceux qui vont pas prendre de gains, ceux qui vont prendre un petit peu de gains et ceux qui vont vraiment prendre des gains. C'est clair et net. J'avais vu une citation de Charlie Munger, je sais pas si vous connaissez, c'est l'associé de Warren Buffett, qui disait que dans l'investissement, la plupart des investisseurs particuliers, retails comme vous et moi, ont un peu trop de tendance à deux choses. En fait, le cerveau humain n'aime pas deux choses. Il n'aime pas le risque et il n'aime pas la passivité. Ce qui fait que, au final, on se retrouve avec des profils d'investisseurs qui sont un peu en dents de scie parce que ils sont assez impatients. Ils n'aiment pas attendre que les choses aillent mieux, garder de la liquidité, etc. Donc ils vont faire une sorte de... C'est pour ça qu'on parle aussi du DCA. On a envie d'être actif sur les marchés parce que si on sent qu'on fait rien, on a l'impression que tout nous passe devant. Mais par contre, paradoxalement, je pense que la plupart des investisseurs ne sont pas assez agressifs dans les moments où ils devraient l'être. Dans les moments où, là, on a une correction et c'est le moment de recharger. Donc, par rapport à ma stratégie, je devrais être. C'est un peu paradoxal et attention, il faut évidemment le prendre avec des pincettes, mais je pense que statistiquement et mathématiquement, être plus agressif dans les périodes de correction, dans les périodes de crise, etc., serait largement plus gagnant d'un point de vue d'espérance de gain. Tout simplement parce que, en vrai, c'est assez évident, tu vois, quand tu réfléchis, quand tu regardes historiquement, quels étaient les meilleurs moyens les plus entre guillemets faciles, évidents de s'investir, c'était de racheter les crises, c'était de racheter les corrections, c'était de racheter les crashs, et c'est là qu'il y a des vraies fortunes qui se sont créées. Il y a des gens qui ont été extrêmement agressifs simplement à ce moment-là, donc qui ont été très patients puis agressifs, et qui au final se sont retrouvés avec des très bonnes fortunes parce qu'ils ont réussi à avoir cette agressivité, cet inconfort à tout ça. Pour moi, c'était pas encore l'heure de faire le bilan. Encore une fois, je sais pas si c'est la fin de la correction. Et de manière encore plus vaste, je sais pas si on aura... En fait, personne ne le sait. Personne ne sait si c'est la fin de la correction, personne ne sait si elle durera tout l'été, personne ne sait si elle durera toute l'année. Et encore, si tu veux un peu aller plus loin même, on sait pas si on ira à 100 000, on sait pas si on ira à 150 000, on sait pas si on aura un bull run, on sait pas si on aura une all season, personne ne le sait. Par contre, je pense sincèrement qu'on a tout intérêt à déjà partir du principe qu'on ne le sait pas, donc ça nous permet aussi d'être flexible, mais derrière, à prendre nos analyses, à prendre les probabilités de ce qui peut se passer et à créer des convictions par rapport à ça. Pour ceux qui jouent au poker par exemple, pour ceux qui ont déjà un petit peu joué. Quand vous avez une paire d'as au poker, ça veut pas dire que vous allez gagner tout le temps. Ça veut dire que statistiquement, contre n'importe quelle main aléatoirement générée, vous allez gagner 80% du temps. Vous avez deux possibilités de jouer une paire d'as. Soit vous la jouez tranquillement, et donc vous prenez pas énormément de risques, et donc vous n'allez pas prendre énormément de gains parce que vous n'allez pas mettre énormément de jetons, etc. Soit vous dites, ok, je fais tapis. Bon, évidemment, c'est très simplifié pour ceux qui jouent, voilà. Et en faisant tapis, vous partez du principe que vous avez la conviction que faire tapis est la meilleure solution d'un point de vue statistique et vous y mettez de l'impact, de la conviction en misant vos jetons. Et donc 80% du temps vous allez avoir raison, vous allez avoir gagné énormément, 20% du temps vous allez perdre. Et je pense qu'en investissement c'est un peu pareil en fait. C'est simplement des probabilités, des calculs d'espérance de gain et ensuite créer des convictions là-dessus. C'est pour ça que aussi on a un peu ce déséquilibre qui se crée, je trouve, avec certaines personnes qui n'ont pas conscience, qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va se passer mais qu'ils calculent simplement sur des positions et donc on croit qu'il y a des gens qui savent tout et n'importe quoi. Non, personne ne sait rien. Le fait d'avoir des convictions, ça permet de ne pas subir le marché, de ne pas courir après le train qui est en train de se lancer, de sauter et de galérer, tu vois. Ça permet de se mettre dans un train, de dire celui-là, je pense que c'est le train qui va aller le plus loin, et s'il va pas le plus loin,
j'aurai tort. Par contre, si j'ai raison, j'aurai la meilleure place dans le train et je serai très très bien. Ce qui est difficile également, c'est un peu comme maintenant, ça repart un peu et tu veux te dépêcher d'acheter avec. C'est pour ça, en fait, c'est l'intérêt d'avoir une stratégie de base, un plan qui est déjà créé. Ayez un plan. Parce que comme ça, quand vous avez une situation, même si votre plan il fait 3 lignes, même si votre plan c'est quoi? C'est je veux faire des profits, je veux racheter les corrections, je veux éviter de vendre par peur et d'acheter à la TH. Vous avez 4 lignes de merde comme ça vous prend 5 minutes. Et bien quand vous avez la situation qui arrive, vous avez votre plan qui est prédéterminé et vous avez un petit peu visualisé la situation qui allait arriver. Et le fait de visualiser la situation, ça fait que quand elle arrive, vous avez déjà une petite idée de la direction dans laquelle aller, du cadre dans lequel vous pouvez évoluer. Et une fois que vous êtes dans ce cadre, vous dites ok, j'avais prévu de racheter les corrections, comment est-ce que je peux la racheter, comment j'optimise, etc. Vous n'êtes pas face à la correction en vous disant qu'est-ce qui se passe, est-ce que je dois acheter, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois faire quelque chose, je panique. Donc soyez un tout petit cadre, vraiment ça va vous aider de ouf. Heureusement que vous êtes là avec Paul, le CTFR me dégoûte à pointer Bitcoin à 20K lors d'une visite normale vers le bas de range. Ben, j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil, c'est que si on veut avoir une hausse, il faut avoir une majorité qui ont tort. En fait, si on veut avoir un scénario qui se produit, il faut quasiment que la majorité ait tort. Et donc au final, c'est pas pour rien que 99% des gens perdent de l'argent en crypto. À court terme, c'est parce que la plupart des gens ont tort, donc après c'est à nous aussi d'en tirer les conséquences et d'avouer et de reconnaître que mathématiquement aussi, on a tout intérêt à faire différemment de ces 99 autres pourcents, parce que objectivement, c'est des gens qui ont tort. Je voulais quand même vous montrer un dernier truc qui est... Alors, 2 derniers trucs. No Brain Flip, qui est un créateur que je trouve très intéressant sur Twitter, et qui avait une charte, je vais vous la retrouver, elle doit pas être très très grande. Historiquement, je trouve cette charte quand même très 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 parlante. Alors évidemment, je vais pas vous redire tout le temps la même chose. Moi, je pense personnellement que les choses vont se reproduire. Je pense aussi qu'on a tout intérêt à penser que les choses vont se reproduire d'un point de vue mathématique, mais je n'en sais rien. Et les gens qui peuvent dire oui, il y a les institutions, etc., ça sera pas pareil cette fois. C'est votre avis, c'est possible, ça se respecte, on verra qui a raison au final. Mais force est de dire que si les choses se reproduisent, les gens qui ont un petit peu peur, etc., regardez où théoriquement on pourrait être. C'est une charte qui est très très basique évidemment, mais regardez où théoriquement on pourrait être. Et quand on voit ça, c'est un peu comme quand on voit la Wall Street Chart, etc., il y a quand même des choses qui font réfléchir et on se dit, c'est peut-être le moment de recharger. En tout cas, c'est ce que je me dis personnellement. Personnellement, j'ai rechargé de manière très très agressive pendant cette période, parce que je pense que c'est une période extrêmement opportune pour la suite du cycle. Et si vous avez des liquidités, réfléchissez-y, parce que je pense que ce genre de shake-out, en fait on est dans un cycle qui va très très vite, certains parlent de super cycle, etc., bref, et les retournements de tendance, surtout à la hausse, peuvent arriver extrêmement vite. Et je pense que énormément parmi nous, énormément d'investisseurs vont commencer à recharger un petit peu quand on va arriver, tu vois, par là, dans cette zone. Donc théoriquement c'est ok, mais si vous avez des convictions, c'est quand même dommage, je pense, d'attendre la confirmation de vos convictions qui va vous faire perdre en gros toute cette partie-là pour vous repositionner. Mais évidemment, c'est quelque chose qui est toujours plus confortable, c'est pour ça que la plupart des gens le font. Dernière chose que je voulais vous montrer ça, que je trouve quand même hyper intéressant, c'est le nombre de nouveaux tokens par blockchain. Déjà, première chose, vous voyez qu'il n'y a pas Solana. Solana, avec les mêmes coins, etc., fait partie des blockchains qui a le plus de nouveaux tokens, mais regardez ça. Ça, c'est les tokens qui étaient sur Ethereum. Et ça, c'est le nombre de tokens par blockchain. C'est absolument aberrant. On a une dilution du nombre de tokens qui est absolument énorme. Et si on va voir, donc gardez cette information en tête, qu'on a 5 à 6 fois plus de jetons et de crypto-monnaies qu'il y a 3 ans. Et là, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder là-dessus? Eh bien, on peut regarder que tous les jours, il y a 50 millions de dollars qui se déversent sur le marché, Solana, etc. Et en plus, on a tous les vestings qui arrivent après les cliffs, etc. Et en fait, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Là où je veux vous amener, c'est que regardez, si on va sur TradingView et qu'on regarde un truc... Là, il y a mon graphique de la semaine dernière. Historiquement, à cette période-là, les Ventures Capital qui ont investi des milliards dans la crypto, les mois pendant lesquels elles ont investi le plus de dollars dans des nouveaux projets qui vont se lancer, c'était cette période-là. Elles ont littéralement timé le top. D'accord? Le problème, c'est que, théoriquement, les projets qui lèvent énormément de fonds, imaginez que je suis un projet que je lève 50 millions, que j'ai des investisseurs, que tout le monde doit être content, je vais lancer mon token, etc. Je leur ai dit, ouais, on est encore en bull run, parce qu'à cette période-là, tu sais pas, tu vois, je vais lancer mon token bientôt, etc. On a notre projet, on va lever des fonds, vous allez avoir un retour sur investissement. On se mange à bear market, comme ça, ils se mangent toute cette période-là. Et ils se retrouvent à peu près par là. Je suis créateur de projet, qu'est-ce que je dis? Je me dis, je vais juste pas lancer mon projet maintenant, en fait, ça n'a aucun sens, on est en fin fond de bear market, je vais lancer mon token, je vais me faire défoncer, je vais pas avoir de liquidité, mes investisseurs vont pas être contents, tout le monde va se barrer, tout le monde va vendre, mon projet va sombrer. Donc, en partant du principe qu'il y a énormément de liquidités qui ont été investies sur plein de projets ici, et que là, quasiment tout le monde s'est dit la même chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont attendu. Ils ont attendu que les mois passent, que le bear market passe, on continue, on construit, ils ont appelé leurs investisseurs, ils leur ont dit, bon les gars, là c'est le bear market, donc ça sert à rien d'investir maintenant, on va attendre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, quasiment tous, ils ont attendu quoi? Ils ont attendu des nouveaux signes de remontée. Ils ont pas attendu cette période-là. Ils ont attendu à peu près cette période-là, je pense. Cette période
période de fin 2023, là, où ils ont vu des signes. On se dit, ok, là, maintenant, on lance nos tokens. Il y a plein de tokens qui ont été lancés dans ces périodes-là. Le truc, c'est que quand vous levez des fonds, vous dites aux investisseurs, ok, vous me donnez 10 millions, je vous donne 10 millions de tokens, ou 100 millions de tokens, mais par contre, vos tokens, vous n'avez pas le droit de les vendre immédiatement, évidemment. Pourquoi vous n'avez pas le droit de les vendre immédiatement? Parce que quand mon token va être listé publiquement dans cette période-là, si vous avez des tokens à des prix plus avantageux, vous allez dump sur tout le monde, et donc ça n'a aucun intérêt parce que personne ne va acheter ma crypto-monnaie puisque tout le monde sait que vous pouvez dump. Donc ils font ce qu'on appelle un cliff. Un cliff, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle les gens qui ont eu des jetons en investissement privé, donc ces fameuses venture capital, n'ont pas la possibilité de vendre leur token. Une période de temps, une fourchette comme ça. En général, c'est 6 mois, 1 an, etc. Et au bout de 6 mois, ils peuvent vendre leur token à base de, par exemple, 10% par mois, ça dépend. Et si on fait le calcul, 6 mois après décembre 2023, ça donne quoi? Ça donne cette période. Ça donne cette période où, si on compare et qu'on prend en compte le fait qu'il y ait plein de nouveaux tokens, le fait que c'est à cette période-là que le plus de jetons ont été levés et que le plus de jetons ont été lancés, ça fait que toutes les liquidités qui étaient présentes depuis le dernier cycle, depuis là, toutes les liquidités, les milliards de dollars qui avaient été investis au top du dernier cycle, ils se déversent où? Ils se déversent maintenant. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'on a eu une période où forcément le marché n'était pas favorable, les altcoins se sont fait déchirer. Parce que d'un point de vue temporel, c'était logique que ça se passe comme ça, mais surtout parce que énormément de liquidités ont été déversées. Et ça se confirme, ma théorie se confirme sur Token Unlock, où on voit qu'il y a 50 millions de dollars qui se déversent tous les jours sur le marché. On voit qu'il y a des 200 millions à peu près toutes les semaines. Des tokens, si on regarde comme ça, qui déversent des sommes absolument débiles. Si on regarde les big unlock, voilà, on voit qu'il y a des millions de dollars qui sont libérés, voilà, très régulièrement. Dans un jour, il y a 10 millions ici. Dans 2 jours, il y a 5 millions, 7 millions, 7 millions, 50 millions pour IMX, etc. Donc il y a énormément de liquidités qui est déversée. Et je voulais vous amener à la théorie parce que je pense que ça rentre dans cette direction. Voilà. C'était cette théorie. Beaucoup de gens se demandent un peu pourquoi les altcoins se font détruire. Je pense que historiquement, c'est déjà parce que dans cette période, les altcoins se font détruire. Et surtout que, il y a énormément de liquidités qui ont été déversées sur le marché.